Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde sur l'intelligence artificielle. C'est dans un contexte relativement vaste que nous allons l'aborder, l'aspect géopolitique, aspect juridique, aspect spirituel et même aspect sur le plan quantique. Alors, nous avons le privilège de recevoir ce soir des intervenants, selon moi, d'exception. Nous avons Valérie Bucco, docteur en droit et analyste de géopolitique juridique, fondatrice du Cercle Révolu Droit, propose une réforme en profondeur de l'État et du fonctionnement politique de notre société. Marc Leux, qui nous rejoindra plus tard, ex-directeur de la cellule de prospective à la Commission européenne, docteur en théologie. Cette cellule avait été créée pour appel par Jacques Delors. Il s'occupa des questions de philosophie, d'histoire, de sociologie, dans l'hypothèse d'un changement de société, accélérée par l'immatérialisation de l'économie mondiale, société de la connaissance. Il a été aussi vice-président du groupe des conseils d'Euroville Indes-du-Sud. Philippe Guillemant, ingénieur physicien, cristal du CNRS, spécialiste du temps et de l'intelligence artificielle, auteur d'une théorie physique reconnectant l'humain au champ du vivant et à l'âme. Alors, nous avons aussi Marc-Henri Bouters, qui interviendra comme pionnier en intelligence artificielle dans les années 90, si j'ai bien compris. 80 Et même. Vincent Holotte nous accompagne aussi pour la même raison, pionnier dans les années 90 pour Vincent pourra intervenir pour s'il y a des questions techniques, par exemple. Alors, dans les années 90, j'avais en effet mis au point avec Vincent un prototype d'intelligence artificielle qui était censé être la copine pour aller faire ses courses dans Bruxelles Digital. C'est un projet avant-gardiste à l'époque. Et je me présente à mon tour. Ben, je suis spécialisé sur le conscient-subconscient. Hein. Dans le cadre d'un doctorat en psychologie, j'ai fait pas mal d'études à l'électroencéphalographie. Et progressivement, je me suis tourné vers l'intelligence émotionnelle, hein, d'où viennent les émotions, comment les gérer, etc. Et naturellement, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle à partir de là. Bon, au départ, je fais un bref résumé du contexte. Hein. J'avais écrit un livre en 95 sur le conscient et le subconscient, et il avait été suivi d'un deuxième qui s'appelait OMI, la conscience de la Terre. Et donc, c'était à l'époque de l'arrivée de l'Internet. En fait, nous étions tous fascinés par ce réseau en gestation qui ressemblait solidement à un réseau neuronal pour une planète. Et, euh, à l'époque, nous avons organisé une grande conférence où, par exemple, Peter Russell était venu des États-Unis. Il avait écrit à l'époque le livre Global Brain et nous pressentions la naissance d'un réseau pour la planète. Donc c'était une époque assez passionnante et aujourd'hui en fait on est confronté à non seulement un réseau de communication mais aussi ce réseau a maintenant accès à des logiciels d'intelligence artificielle et donc l'idée est un peu de euh, débattre sur ces possibilités mais aussi de faire le point sur les peurs que nous voyons tous les jours sur les réseaux. Et l'idée de cette rencontre, c'est aussi de faire le point sur est-il, comment dire, est-ce que la population doit avoir peur ou au contraire, il y a toute une série de choses intéressantes. Alors, donc, ces peurs se profilent dans un contexte assez impressionnant sur le plan écologique sur notre planète. Bon, on parle d'extinction de masse, on parle aussi de problèmes dans la gestion de la monnaie, on parle de corruption. Enfin, il y a beaucoup de choses qui apparaissent maintenant que nous sommes connectés au réseau Internet et la population se rend compte qu'il y a des gros problèmes de gestion, en fait. Et donc la question, c'est vraiment est-ce que cette IA pourrait améliorer les choses et nous empêcher d'aller vers cette destruction? On a un peu l'impression que l'être humain était plus ou moins bien configuré pour une société de village, mais que, où évidemment, dans un village, il y a la possibilité de voir apparaître des individus dangereux au comportement
dangereux pour la société de village, alors que dans les grandes villes, les grandes agglomérations, bah, ces personnes-là sont dans l'anonymat. Et l'idée était de se demander si finalement cette intelligence artificielle n'est pas une opportunité pour enfin gérer notre civilisation. Alors, je vais donner la parole pour commencer à Valérie Bugeaud. Euh, je vous cite, donc le monde politique, économique, monétaire, juridique et sociétal est organisé autour des intérêts d'un petit nombre d'individus qui sont cachés derrière l'anonymat et que l'on peut désigner comme étant les grands argentiers de la planète. Ainsi libérés d'avoir à rendre des comptes, les dominants financiers ont pu, en toute impunité, organiser l'accaparement des ressources de la planète. En étant précisé qu'à leurs yeux, le vivant est une ressource au même titre que les biens matériels. Alors, comment, selon vous, Valérie, l'intelligence artificielle pourrait changer la donne? L'intelligence artificielle, déjà, n'est pas intelligente et artificielle, oui, enfin, si on veut, mais en fait, ce n'est que la prolongation de l'intelligence humaine, et ça, on en a beaucoup discuté avec Philippe, donc je ne pense pas qu'il va me contredire là-dessus, n'est que la prolongation que ce que nous faisons à l'échelle humaine, mais avec une capacité d'amplification très importante. Donc, c'est de la technique, c'est de la logique. Si le logiciel a été bien programmé et si l'intelligence dite intelligence artificielle est bien entraînée, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas rendre de grands services. Mais ceci étant, c'est un outil. Et un outil, c'est toujours pareil, on est sur Terre, donc on peut l'utiliser en bien ou en mal. Mais il en allait de même à l'époque du silex. Vous pouviez l'utiliser pour faire un feu pour vous chauffer ou pour me créer un incendie. Donc, en réalité, tous les outils ont une part de bien, une part de mauvais. Et la destination de l'outil, c'est nous qui la décidons. Donc, ça nous met, je dirais, plus visiblement face à nos propres contradictions et à nos propres limites en tant qu'humains. Et c'est là où je pense qu'effectivement, ça pourrait nous aider à faire un saut qualitatif dans ce que j'appellerais la conscience, mais qui est en fait la prise de conscience que nos actions ont des effets, nos actions ont des conséquences, et donc il y a toujours, lorsque nous constatons des effets, il y a toujours des causes. Donc ça peut nous aider à cette prise de conscience, mais en même temps, ça peut être tout à fait dévastateur, hein. Il est clair que les enjeux, là, deviennent plus rapidement vitaux, en fait, Mais avec ce bon, genre cette intelligence artificielle, si elle est mise dans les mains de ces personnes qui dirigent le monde, peut-être pour la problématique, elle se trouve à l'accès pour la population, finalement, pour tout le monde, que tout le monde soit à armes égales quelque part. ben voilà, c'est la raison pour laquelle moi, enfin, je serais plutôt partisane de libérer l'intelligence artificielle et de la rendre disponible, d'en rendre le plus possible d'intelligence artificielle différente disponible au plus de monde possible. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle c'est les gens, enfin, ceux qui tiennent les intelligences artificielles, qui ont développé les intelligences artificielles en Occident, voient d'un très mauvais œil arriver des intelligences artificielles beaucoup plus performantes, comme DeepSeek, qui est une intelligence artificielle chinoise et qui apparemment est beaucoup moins énergivore et surtout permettra de traiter les sujets différemment, puisque ça n'a pas été conçu par des gens qui pensaient comme les autres. Donc, conçu comme des Chinois, donc avec une pensée chinoise, c'est différent. Moi, je suis pour vous savez, pour la variété des sources, la variété des outils et la variété des traitements de l'information. OK? Euh, Néanmoins, je dois Et, dire que sur ce genre de sujet, le danger que j'identifie et qui me semble être le plus grave, mais c'est un danger que nous avons déjà dû affronter sans l'intelligence artificielle, c'est la disponibilité des sources d'information. Et je dois dire que les 200 ou 300 dernières années ont, de ce point de vue-là, été tout à fait révélatrices sur le fait qu'on pouvait falsifier les sources même sans intelligence artificielle. Et donc, le problème, encore une fois, n'est pas nouveau. Il se pose avec un peu plus d'acuité, il se pose avec un peu plus il est un peu plus aigu parce qu'il se perçoit dans des conditions plus importantes en termes quantitatifs, mais en termes qualitatifs, c'est absolument pas un problème nouveau. C'est un problème qui mais n'est pas récent.
Mais donc là, Je on dirais voit à même partir. que, en fait, c'est presque du même niveau de difficulté que lorsqu'on se déplaçait à cheval ou à pied pour aller chercher des informations qui étaient écrites à la main sur des papyrus ou sur des livres manuscrits, donc sur des enluminures. Donc je dirais que ce problème d'accès à la source, c'est vraiment le problème de l'humanité et de tout ac- temps, intelligence Actuellement, artificielle ou pas intelligence artificielle. d'accord. Actuellement, c'est principalement américain et chinois. Les Oui, mais développements. je pense que tous les pays se lancent un peu dans cette direction. Bon, les médias ont fait état d'un avorton français qui n'a vraiment pas été très performant. Mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Et puis, je pense que de toute façon, ça risque d'être un engouement international. Évidemment, ceux qui sont les plus avancés en disponibilité de données dématérialisées, c'est effectivement les grandes puissances de type plus ou moins hégémonique et en tout cas qui ont une capacité à capter des données publiques. Donc ça, effectivement, les États-Unis sont loin devant tout le monde en tête, mais ensuite, effectivement, il y a des pays comme la Chine qui ne sont pas, qui relèvent le défi. Mais indépendamment de ça, lorsque vous avez l'outil et que si vous l'avez à votre disposition et que vous pouvez l'entraîner dans un pays ou dans un autre, bah, je trouve que c'est très bien. Il faut surtout multiplier tout ça, je crois. Parce que le problème que nous rencontrons tout le temps, c'est un problème de contre-pouvoir, en fait. Il faut des contre-pouvoirs, il faut de la diversité, il faut de la multiplication de données. Si vous n'avez pas tout ça, vous n'avez pas plus de démocratie en intelligence artificielle ou ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est toujours les mêmes processus qui sont en jeu. D'accord. Euh, Maintenant, parlons un petit peu de la personnalité juridique de À la certains. personnalité juridique, il n'est pas question de donner une personnalité juridique à quelque chose qui n'a pas de personnalité, voyons. La personnalité juridique, c'est propre à l'humain. Il y a pas ça, c'est une déviation radicale de la conception juridique, de la conception du droit, que de considérer qu'il faille donner la personnalité juridique à des rivières, à des intelligences artificielles ou à des montagnes ou à je ne sais quoi. Enfin, là, on est dans un délire total. Je veux dire que on s'est totalement affranchi de toute l'histoire qui a fait la civilisation, en tout cas la civilisation occidentale. On s'est affranchi de la notion même de ce qu'était le droit. Il n'y a pas de droit qui ne soit pas adossé à un droit naturel. Or, en prétendant donner une personnalité juridique à une intelligence, enfin, finalement un système informatique, c'est aussi idiot que de donner une personnalité juridique à une rivière ou à une montagne. Enfin, c'est totalement désincarné. Seule la personne incarnée peut avoir une personnalité juridique. La personne juridique, il faut bien comprendre que c'est la reconnaissance d'une personne pour lui admettre une place dans le groupe. Donc à partir de ce moment-là, euh, une fois que vous avez bien posé la définition, la question ne se pose même plus. En fait, c'est parce que nous avons complètement embrayé sur de la réglementation, on a remplacé le droit par de la réglementation, et c'est uniquement cette raison-là qui fait qu'on se pose ce genre de questions inouïes, totalement débiles, irrationnelles, et enfin, je vois bien les juristes s'engouffrer dans cette voie, hein. Et malheureusement, ils sont majoritaires. Vous savez, c'est le syndrome du suiveur. Là, je ne sais pas, il n'y a plus de juristes qui tiennent la route aujourd'hui. Il n'y a plus de gens qui sachent réfléchir le droit. Évidemment, il y en a, mais on ne leur donne pas la parole. Plutôt dire ça comme ça. Ah bon, effectivement, donner une personnalité juridique à une machine, ça n'a aucun sens. Mais en ce qui concerne l'intelligence artificielle, on peut se poser la question, est-ce que cette intelligence ne pourrait pas se développer? Mais il n'y a euh, pas d'intelligence. L'intelligence, enfin, il faudrait définir l'intelligence. Alors à ce moment-là, définissons l'intelligence. L'intelligence, jusqu'à présent, c'est quelque chose qui s'applique à un humain. C'est-à-dire que c'est un ensemble de processus cognitifs, de processus émotionnels et d'intuition. Voilà. Si on prend ces trois paramètres en compte dans l'intelligence, le problème est résolu. Les logiciels et les traitements informatiques ne sont pas de l'intelligence. Enfin, si, ils sont de l'intelligence, mais l'intelligence, euh, c'est de la mécanique créée par l'intelligence humaine. bon alors, je vais enclencher, c'est parfait comme transition, pour faire appel à Philippe Guimand, qui est physicien quantique, comme je l'ai présenté tout à l'heure,
et à qui je voulais poser cette question, ce prolongement de question. Donc effectivement, quand on voit l'intelligence artificielle, c'est en fait comme un super cortex qui raisonne, qui fait des comparaisons, qui fait des analyses, mais qui n'est pas conscient, on est d'accord. Mais pourquoi ne pourrait-on pas imaginer que cet organe qui ressemble à la partie superficielle du cerveau, le cortex, ben, ne pourrait pas se doter d'un centre émotionnel par la suite? Alors, bon, on pourrait imaginer que cet être, au lieu de c'est un peu une évolution à l'envers. On commence par le cortex et puis on va vers les cerveaux inférieurs, cerveau reptilien, cerveau émotionnel. Et à partir du moment où euh, on pourrait imiter ou reproduire euh, avec des capteurs, par exemple, les sensations de plaisir et de douleur, on pourrait imaginer qu'on pourrait ensuite décliner des émotions à partir de ces éléments-là. Et donc, j'aurais voulu avoir votre point de vue, Philippe. Ok, merci pour la question. C'est une question qui va très loin, hein. Alors, laissez-moi recommencer du début en redisant un peu ce qu'a dit Valérie. L'intelligence artificielle, c'est un oxymore, elle n'est pas intelligente. L'intelligence et l'artificiel, c'est quelque chose d'incompatible. Il suffit de revenir à la définition de l'intelligence, il suffit de regarder dans le dictionnaire, hein. L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation, la faculté d'adaptation qui, par conséquent, permet de faire les bons choix. Or, l'intelligence artificielle n'est pas du tout faite pour faire des choix. C'est pas du tout ni sa fonction, ni sa capacité. Faites simplement le test. Vous demandez là maintenant, je suppose que beaucoup d'entre vous ont testé différentes IA, comme je l'ai fait. C'est absolument fascinant, c'est génial, c'est très utile, hein, c'est très positif, il n'y a pas de souci. Mais si vous l'interrogez correctement, vous vous apercevez que vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. C'est-à-dire, vous pouvez lui faire dire une chose et son contraire. Et quand elle dit le contraire, d'ailleurs, parce que vous l'avez contredit, en général, elle s'excuse, elle dit je suis désolé, etc. C'est-à-dire qu'elle trouve toujours dans son ensemble de données massives une opinion contraire qu'elle va aller chercher si vous l'amenez vers cette opinion. Donc, voyez, et si vous n'arrivez d'ailleurs pas à faire dire une chose et son contraire à l'IA, c'est que ce n'est pas une bonne IA. Ça veut dire qu'elle ne va pas chercher suffisamment de données, elle ne va pas chercher dans le multivers de possibilités, parce que normalement, sur Terre, vous avez toujours une personne qui a dit un truc et une autre personne qui a dit le contraire, hein. Donc, euh, une IA doit pouvoir trouver ça, et même s'il n'y a qu'une personne sur Terre qui a dit le contraire d'un million de personnes, l'IA doit être capable de vous sortir la personne qui va vous donner raison parce elle a trouvé cette information. D'accord? Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles l'IA n'est pas du tout faite pour faire des choix. D'abord, l'IA, c'est uniquement un ensemble de données, de points de vue, de connaissances purement humaines avec toutes ces contradictions. Et si vous lui demandez de faire une synthèse, elle ne va pas vous faire une synthèse correcte, elle va vous faire une synthèse statistique, c'est-à-dire elle va vous répéter la formule qui revient le plus souvent. Voilà, et ça, mais c'est pas une synthèse, ça, parce qu'une vraie synthèse, c'est quelque chose qui a besoin d'un processus d'assimilation. Et ça, c'est pas le cerveau gauche qui est capable de le faire. Ça fait intervenir, donc l'IA, si vous voulez, quand on parlait que c'est un gigantesque cortex, oui, mais uniquement cortex gauche, cortex langagier, et pas capable de réaliser le processus fondamental d'assimilation qui est à la base de l'intelligence et de la créativité. Ce processus d'assimilation, il provient du fait que euh, il est nécessaire d'arriver à harmoniser les deux cerveaux, le cerveau gauche et le cerveau droit. Bon, entre parenthèses, le cerveau gauche pas forcément à droite, et inversement, on parle uniquement des fonctionnalités. Le cerveau gauche, c'est celui qui nous permet de nous adapter à notre réalité et de communiquer. Et le cerveau droit, c'est au contraire celui qui nous permet d'être
de nous sentir reliés, de nous sentir, il apporte le sens existentiel, qui nous apporte l'intuition et il nous apporte la capacité de synthèse, mais cette fois-ci la vraie capacité de synthèse. Voilà. Donc ça, c'est première partie de ce que je voulais rappeler. Ensuite, la question, c'était de répondre à est-ce qu'une intelligence artificielle va pas finalement développer une émotion au fur et à mesure? Si bien sûr, elle va le faire, mais ce sera uniquement de la simulation. Et il y aura pas la moindre conscience là-dedans. Mais tout le monde va se faire avoir. Par contre, hein, ça c'est clair et net, je vois déjà comment ça se passe. Même avant que ça arrive, on est prêt à donner une conscience. J'ai plein d'amis qui sont prêts à donner une conscience avec les faibles prouesses de l'IA actuelle. Ils sont déjà prêts à leur donner une conscience. Alors on est très mal barré pour la suite. Euh, lorsque elle va vraiment montrer des émotions, parce que c'est facile de montrer des émotions avec les traits du visage, etc., avec l'intonation, etc. On va pouvoir fabriquer des intelligences artificielles qui vont faire ça, mais ce sera de la simulation, et c'est important d'être averti. Et donc, alors comme le fait de ne pas comprendre ça, ça va nous faire tomber dans des pièges, je pense que de toute façon, il y a une grande partie de l'humanité qui va tomber dans le panneau et ça sera une grande leçon. Ça sera une grande leçon. Je ne vois pas ça négativement dans la mesure où il y a une autre grande partie, même si elle reste minoritaire, de l'humanité qui sera bien instruite du fait que on n'a pas affaire à de la conscience, on n'a pas affaire à de l'humain, on a juste affaire à de la manipulation derrière, hein, bien sûr. Et alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on doit bon, il est clair et net pour moi que l'intelligence artificielle ne pourra pas développer de conscience. D'abord, ça tient à la nature de la conscience. La nature de la conscience, j'aimerais pouvoir, je veux dire, moi, je résume déjà difficilement ça en une heure, alors je vais juste vous donner euh, quelques petits trucs. On va se diriger au niveau des preuves. Il est démontré, même si c'est pas dans le secteur académique depuis des décennies, via les travaux américains, même de la CIA, via les travaux des Russes, etc., que les perceptions extrasensorielles, par exemple, sont réelles et elles sont utilisées, hein, et il y a eu plein de tests là-dessus, plein d'expériences complètement scientifiques, hein, et il est démontré que ces perceptions ne se font pas à l'aide d'ondes électromagnétiques, parce que vous pouvez mettre quelqu'un dans une cage de Faraday ou dans un sous-marin, etc. Vous supprimez pas ce genre de perception. C'est-à-dire que les perceptions extrasensorielles n'utilisent pas le média espace. Elles n'utilisent pas les ondes électromagnétiques pour communiquer de l'un à l'autre, comme on l'a souvent cru, etc. Donc, c'est pas par l'intermédiaire de l'espace, c'est par l'intermédiaire du vide. Voilà. Et là, parce que le vide est non local, évidemment. L'espace, il est local, mais le vide, il est non local. Les physiciens de la gravité quantique savent très bien que le vide est non local. Et dans la gravité quantique, on sait que les trous de verre, ça pullule à foison. Et qu'est-ce que c'est qu'un trou de verre? C'est quelque chose qui est capable de relier instantanément deux points de l'espace et du temps sans qu'il y ait... voilà. Et bon, là, la physique a une limite à l'heure actuelle, c'est que en mécanique quantique, on travaille qu'en quatre dimensions et donc on ne peut pas, on interdit le transfert d'informations par les trous de verre. Mais en même temps, en cosmologie, on découvre l'existence de possibles trous de verre qui relieraient deux trous noirs et via la passerelle holographique, on se rend compte que là, en rajoutant des dimensions, ben, on a bel et bien un transfert d'informations vibratoires. Bon, et donc on peut généraliser ça et dire que finalement, à l'intérieur du vide, il existe la propriété qui consiste à transférer de l'information vibratoire de manière non locale d'un point à l'autre de l'espace. Voilà. Bon, ça, c'est une chose. Et donc, voilà, Donc, si je comprends bien, donc c'est là qu'il l'humain, faut aller chercher la conscience. Voilà, pardon, enfin, je termine vite. C'est là qu'il faut aller chercher la conscience. Et donc, ce sont dans les propriétés vibratoires du vide que la conscience se manifeste. Voilà.
Donc, Ouais. si je comprends bien, l'humain va toujours avoir une longueur d'avance parce que il est conscient. Et je me souviens, je crois que c'était en 95, il y avait Francis Crick qui avait sorti un bouquin qui s'appelait L'hypothèse stupéfiante. Et il avait étudié le cerveau et s'était rendu compte qu'il y avait plusieurs zones sensorielles qui s'activaient à un moment donné en déchargeant au même rythme. Et il s'était dit, ben voilà, la conscience, c'est tout simplement les zones sensorielles qui se mettent d'accord ensemble. Et quand elles sont toutes connectées synchronistiquement, la conscience apparaît. Évidemment, on a tous imaginé de mettre une caméra, un micro et des capteurs sensoriels sur un ordinateur. Il n'y a pas de conscience qui apparaît, évidemment. Donc, effectivement, la différence, la longueur d'avance aura sans doute, parce que j'entends toujours l'humain, c'est d'être connecté au champ du vivant et d'avoir cette capacité à avoir de l'intuition, à avoir des signaux qui ne sont pas dans leur cerveau, mais qui viennent du champ et, euh, et de toute l'évolution qu'il y a eu avant. Oui, ben, la conscience est, je ne dis pas qu'elle est de nature quantique, mais l'énergie de la conscience, c'est l'information quantique. Donc ça n'a rien à voir avec ce que peut produire un algorithme, puisqu'un algorithme, c'est quelque chose qui va toujours suivre une trajectoire, une issue, il va toujours avoir une issue déterministe, d'accord? Même si vous mettez du hasard dedans, ça va pas du tout avoir une issue, comment dire, qui pourrait faire émerger la conscience. Il Mais, existe des, des théories, mais elles font tout appel à la notion d'émergence, mais la notion d'émergence, c'est ce que j'appelle la pensée magique des scientifiques. Ça fait depuis des décennies qu'on en parle. Moi, je me souviens que j'étais dans un laboratoire dans les années 80 où on parlait d'émergence, on croyait que la complexité du vivant allait émerger. Aujourd'hui, on parle d'émergence de la conscience à partir de l'activité cérébrale. Le mot émergence, c'est le mot magique des scientifiques qui ne comprennent pas ce dont ils parlent. Enfin, voilà, qui ne savent pas comment la chose émerge. Donc, c'est la pensée magique. Voilà, et il ne faut pas croire que les scientifiques soient pas des adeptes de la pensée magique, hein. Le système académique est complètement imprégné de pensée magique à travers tous les dogmes, etc. Et donc, l'émergence, oui, l'émergence de la conscience, ok, bon, ben ça, faut arrêter, faut ok. revenir à quelque chose de plus rationnel. Et là, on peut, grâce à la physique quantique, mais pas que, c'est-à-dire qu'il convient de faire la synthèse de toutes nos connaissances en physique, et puis tenir compte de toutes les expériences, tenir compte de, par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la théorie de l'espace de travail global qui consiste à dire que là où il y a le plus d'activité globale, ça veut dire que la conscience émerge. Ceci a été complètement contredit par tout simplement des expériences, les témoignages d'expériences de mort imminente ou des expériences avec des psychédéliques qui montrent que lorsque la conscience augmente, que le champ expérientiel augmente, l'activité cérébrale diminue, voire s'éteint totalement. Donc ça, c'est complètement inexpliqué. Voilà. Voilà, il y a plein de choses, j'aurais envie de dire plein de choses, mais Je vois que Marc-Henri a levé la main. Tu veux intervenir, Marc? Oui, ben, d'abord, effectivement, il faut. Bah, je rejoins tout à fait ce que disaient à la fois Valérie Burgot et Philippe Guimand. Effectivement, les gens prêtent à l'intelligence artificielle, ce qui n'est qu'une simulation de forme d'intelligence et qui est une forme d'intelligence pas particulière, qui est en fait ce qu'on appelle la mémoire associative. Donc, c'est-à-dire la capacité, à partir de quelques informations, de retrouver une série d'informations qui sont pertinentes. Et puis après ça, ce sont juste en fait des calculs statistiques pour savoir quelque part, l'intelligence va calculer statistiquement quelle est la chose la plus probable qu'on attend d'elle, en gros. Mais pour la conscience, en fait, il faut bien se rendre compte que la conscience, elle vient d'un processus évolutif où la conscience était probablement nécessaire à un moment donné. Comme une série d'autres choses que nous avons comme intelligence et que l'intelligence artificielle n'a pas du tout. Et donc, l'intelligence artificielle n'est jamais passée par ce processus évolutif, et donc elle n'a pas nécessairement besoin de conscience, ni elle n'a pas besoin, et d'ailleurs elle ne sait pas vraiment bien s'adapter à part, en tout cas pour l'instant, à part si on la reprogramme, mais donc elle n'a pas ce besoin ni de conscience, elle n'a pas ce besoin de... Euh, donc
Donc évidemment que ça n'apparaît pas et ce sont des choses qui sont vraiment tout à fait différentes de que nous avons. Mais par exemple, l'intelligence artificielle est totalement incapable, en tout cas actuellement, en tout cas avec les réseaux neuronaux, d'une compréhension profonde des choses. C'est juste de la statistique. Il peut donner une réponse parce qu'il connaît il connaît la réponse, pas parce qu'il a compris la question réellement. Il n'y a pas de conscience de soi, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de jugement moral, il n'y a pas de prise de décision. Il y a des tas de choses sur lesquelles on est vachement supérieur. La seule chose, c'est qu'effectivement, comme c'est un outil, il faut pouvoir l'utiliser pour aller plus loin dans ce que nous sommes, tout simplement comme la voiture, comme n'importe quoi. Voilà. Ok. Merci. Je reviens à Philippe parce que j'avais encore une question côté quantique. Donc, vous avez rendu hommage au grand physicien quantique Yakir Aharonov qui affirme que de l'information sur le futur revient et affecte le présent et que l'état du présent, un événement, est décrit par l'interaction entre une fonction d'onde venant du passé et une autre fonction d'onde venant du futur. Alors, peut-être quelques explications, Philippe, et aussi peut-être un lien avec les ordinateurs quantiques et l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle peut se connecter aux ordinateurs quantiques dans le futur? Est-ce que ça va changer les choses? Oui, ça, c'est bon, c'est une bonne question. Je n'ai pas toutes les réponses, hein, mais bon. Concernant cette théorie d'un physicien qui est tout à fait respectée au niveau mainstream, donc Yakir Aharonov, donc lui, c'est presque le bilan de sa vie, hein, de sa compréhension de la mécanique quantique. Lui, il considère en gros que le futur, bon, bien sûr, il existe déjà et que c'est un champ des possibles et donc tout comme le passé existe et que donc ça fait émerger des fonctions d'onde qui vont vers le futur, ben, l'inverse est également vrai et finalement ce qu'on observe, c'est le résultat de l'interaction entre les deux. Voilà, si on veut mieux comprendre ça, on pourrait dire que c'est parce que justement et le futur il est composé de multiples possibilités que il est nécessaire, parce que comme nous sommes dans une création collective, hein, nous vivons que dans un seul univers, on est tous d'accord que nous vivons dans une même réalité. Ah ben, il faut bien qu'il y ait des choix qui se font, qui se fassent au moment où l'information multiple du futur rentre dans le présent. Et justement, c'est là que la conscience intervient. Et à partir du moment où la conscience, justement, elle est non locale, elle est hors temps, la conscience a la capacité de tenir compte, de ressentir, on va dire, de l'information du futur, ou de ressentir quelque chose qui de près ou de loin dans le futur, va lui apporter une information qui va jouer un rôle dans son choix. C'est pour ça que la conscience par rapport à une machine, la conscience peut faire des choix. Et tout ça, ça passe par évidemment le cerveau droit, hein. Et ça passe aussi par une activité inconsciente qui n'est pas matérielle, hein, qui n'est pas dans la matière. OK. C'est ce qu'on appelle le subconscient. On a le cerveau, il est gauche, il est relié au cerveau droit. Le cerveau droit, il est relié à une information qui n'est pas matérielle, qui est justement, on peut dire, l'ensemble de toutes ces probabilités événementielles du futur, ces champs morphiques, comme dirait Rupert Sheldrake, etc. Et c'est de là que vient la capacité de la conscience à faire les bons choix, d'autant plus que la conscience joue un rôle dans la création de ces informations du futur. Donc il y a une sorte de boucle de rétroaction, c'est-à-dire que la conscience joue un rôle, du part du fait qu'elle est faite, on va dire, de vibrations du vide pour faire simple, la conscience joue un rôle dans la création et elle est capable de ressentir ce qui peut arriver. Et c'est ça qui fait que la conscience est à même de faire des choix au contraire d'une machine. Voilà. Maintenant, concernant les ordinateurs quantiques, les ordinateurs quantiques, ce sont des ordinateurs qui vont effectivement faire utiliser de l'information quantique, mais pas dans le même sens que ce que ils vont utiliser de l'information quantique pour, par exemple, faire des calculs sur tous les chemins simultanément. Et le chemin le plus rapide sera détecté, et si on conçoit bien les algorithmes, ça va pouvoir
permettre de faire des calculs en un temps absolument prodigieux et de dépasser les capacités. Voilà. Mais on n'est pas du tout dans l'utilisation de l'information quantique qui serait faite par la conscience. On est plutôt dans quelque chose qui est l'utilisation de certaines propriétés de l'information quantique. Et ceci d'autant plus que il y a un élément qu'on ne saurait pas introduire dans l'informatique quantique, qui est dans la conscience, c'est la capacité à moduler les champs de probabilité quantique. C'est-à-dire que je ne vois pas comment l'informatique quantique pourrait trouver le moyen de moduler l'information quantique. Ça, faut une conscience pour faire ça. Et cette notion de modulation de l'information quantique, cette modulation des champs de probabilité du multivers futur, c'est quelque chose qui est encore incompris, que moi, je n'ai pas encore compris. Je ne dis pas que je n'ai pas des intuitions là-dessus, mais mes intuitions sont ésotériques, on va dire, hein. C'est-à-dire qu'il faut faire intervenir la notion d'esprit, c'est-à-dire que c'est peut-être l'esprit qui donnerait la conscience et qui permettrait et la conscience à partir du moment où il existe un champ d'information quantique à moduler. Voilà, c'est ça mon intuition. Et donc on est loin de l'informatique quantique. Mais si je comprends bien, finalement, il y a une complémentarité, encore une fois, qui apparaît, puisque l'humain connecté au champ du vivant, ayant l'opportunité de travailler avec des supercalculateurs hallucinants, finalement, comme les humains sont connectés aux ordinateurs, ben, finalement, tout le monde est content. C'est de nouveau complémentarité totale. Il n'y a pas de compétition, il y a complémentarité. Oui, non, mais de toute façon, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on va pouvoir faire quelque chose de prodigieux avec l'intelligence artificielle. Mais il y a quand même un danger à l'heure actuelle qui provient de la grande mystification autour de l'IA, la mystification qu'on pourrait presque nommer géopolitique. On a Mhm. l'impression qu'on cherche à utiliser l'IA de la même manière qu'on cherchait à utiliser le vaccin il y a 5 ans. Donc, il faut juste faire attention à ça, quoi. Mhm. Ben oui, justement, on peut se demander si toutes ces annonces sur le transhumanisme, etc., en disant attention, si on ne va pas vers le transhumanisme, on ne pourra pas suivre l'évolution technologique, mais est-ce que ce transhumanisme n'est pas en fait une tentative de contrôler la population tout simplement? Parce qu'en fait, sous des prétextes transhumanistes, c'est surtout des outils de contrôle qu'on est en train de développer. Et ça, Moi, je on va revenir, parce qu'il y a un sujet que j'avais prévu d'aborder ce soir. Je vais Excuse-moi, revenir vers Valérie. Oui, excuse-moi, parce que en fait, je pense que Valérie, tout à l'heure, elle a levé la main, elle avait peut-être je, envie. je re- Ah, c'est je parti. revenais, je revenais vers elle, justement. Oui, Valérie. Non, mais je voulais juste enfin, insister sur le fait que plus tôt ce qu'explique Philippe sera réalisé, c'est-à-dire plus tôt les révélations seront amorcées, plus vite nous sortirons de l'impasse du matérialisme organique et radical, parce que c'est vraiment le problème. Pourquoi nous avons une illusion sur le fait que la prétendue intelligence artificielle pourrait avoir une personnalité juridique? Ben, c'est justement parce qu'on s'est acharné depuis 300 ans à vouloir à tout prix considérer que l'être humain était uniquement matière, était un objet, quoi. On a réifié l'homme, et donc il ne faut pas s'étonner que nous voyons tout sur le modèle de la réification. Mais c'est une erreur historique, enfin, c'est une impasse. Et donc, je dirais que les grands avantages, je dirais que c'est plus que des avantages, mais c'est le grand pas en avant vers la vérité que nous dévoile Philippe avec tout ce qu'il a expliqué sur la conscience et surtout le mécanisme de physique quantique qui permet d'expliquer que la conscience est hors de l'espace-temps. Mais c'est à la fois révolutionnaire et pas du tout. Je veux dire que les sociétés primitives le savaient toutes. C'est on a passé 300 ans à déconstruire toutes les connaissances ancestrales. Il faut quand même se rendre compte que nous sommes engagés sur une voie de garage, là, vraiment.
collectivement et puis de façon létale. À partir du moment où les hommes acceptent d'être traités comme des objets, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas comment, époustouflés par les projets de transhumanisme et compagnie. Parce que le transhumanisme, c'est la conception matérielle de l'homme, encore une fois. Et justement, ce qu'explique Philippe et les progrès de la science permettent, encore une fois, de montrer l'imposture, en fait, de démontrer l'imposture de ce projet de société, de cette erreur collective. Donc, c'est vraiment. On hésite entre pleurer et rire, en fait. On est toujours entre gens qui pleurent et gens qui rient parce que c'est à la fois assez grotesque, enfin assez grossier. Si on prend un tout petit peu de recul par rapport aux événements, on se rend compte que c'est ridicule. Bon, ils ne cessent de parler de quatrième révolution industrielle, mais parce qu'ils s'accrochent à ça, parce que leur pouvoir dépend de cette révolution. Mais cette révolution, elle n'existe pas, en fait. Un retour sur le chemin de l'humanité, en fait, de la prise en compte de l'intégralité, de l'intégrité de l'espèce humaine. Et le droit, je dirais que tout ce qui, jusqu'à la déviation du modernisme, du droit, qui a modernisé le droit naturel, prenait en compte évidemment tous ces phénomènes. Donc, on a fait certains progrès techniques, mais on a fait surtout une régression considérable sur la conception de l'homme, enfin, Est-ce sur que notre rejet de nous-mêmes, en fait. C'est ce qu'il est-ce faut que dire. c'est pas grâce à la façon dont l'argent est géré sur cette planète qu'on a réussi à mettre la population en esclavage carrément, en fait? Oui, alors effectivement, ceux qui tenaient l'argent avaient un intérêt à ça, mais je dirais que ça va bien au-delà. Parce que vous savez, c'est pas parce que deux, trois bons hommes, aussi riches soient-ils, décident quelque chose que tout le monde est obligé de suivre. Il y a quelque chose d'endémique derrière tout ça. Il y a quelque chose qui relève de limite de notre fonctionnement humain, qui refusons justement d'accepter notre conscience. Paresse par facilité, la plupart des gens, et on l'a vu pendant le Covid, c'était quand même évident, refusent de considérer qu'ils ont un libre arbitre. Non, non, ils font comme leurs voisins, c'est le comportement moutonnier, le comportement grégaire, l'instinct grégaire qui limite en fait nos capacités de développement. Mais est-ce que c'est Je pas pense grâce, qu'on va être confronté à ça, en fait. L'avenir nous confronte à ça. est-ce que On c'est se pas, confronte à nos propres limites fonctionnelles, mais qui sont des limites qu'on décide d'avoir. Parce que, il suffirait que chacun décide de considérer qu'il a toujours le choix dans la vie, ce qui est vrai. On a tous le choix. En permanence, nous sommes en train d'opérer des choix, même sur des choses infimes. Et à partir du moment où on renonce à reconnaître qu'on a le choix, nous nous comportons comme des machines. mais est-ce que ce n'est pas au niveau du design de l'espèce humaine que, on va dire, pour dire quelque chose, un pourcentage, 75%, préfère suivre que d'être divergent, et que sans ça, il n'y aurait jamais eu de civilisation. Finalement, c'est un trait qui permet, imaginons 100% divergent. Oui, je pense qu'il y a une question de neurones miroirs derrière. Mhm. On se reconnaît aussi dans l'autre. Mais je pense qu'il y a effectivement il y a quelque chose qui est de l'ordre du biologique, disons de l'endémique. Mais au-delà de ça, c'est surtout parce que nous refusons de considérer que nous avons le choix qu'on perd ce choix. C'est l'expérience 1000 grammes un peu. Oui, oui, bah, tout à fait. Mais donc on est J'obéis. confronté à nos propres limites en fait, hein. Et si, Et si ces personne limites, elles ne sont n'obéissait, pas si difficiles à dépasser en réalité. Elles sont, ça, c'est là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est à partir du moment où on veut se rendre dépendant, on est dépendant. À partir du moment où on décide de s'affranchir de certains traits de dépendance qui ont été choisis, une fois de plus, ça peut aller assez vite. Et mais puis, c'est toujours pareil, l'histoire n'est jamais faite avec la grande majorité des masses. Elle est toujours faite par quelques éclaireurs. Donc, ces éclaireurs-là, eh ben, par hypothèse, leur fonction, c'est d'éclairer. Donc, ils alors, il y a finiront les par éclaireurs. agréger, en fait, les autres à eux, enfin, à leur Heureusement, nouvelle méthodologie. Parlons de méthodologie, parce que je pense que c'est plus performant comme vocabulaire. parce que si
personne n'obéit, on ne sait jamais rien construire non plus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un sens dans cette proportion d'éclaireurs et de suiveurs qui permettent à une civilisation d'éclore, justement? Oui, mais là, on est dans une caricature. Bien sûr qu'il faut savoir aussi obéir. Il y a un temps pour obéir, un temps pour opter. Mais on peut obéir tout en ayant choisi d'obéir. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire quand on doit obéir, eh bien, c'est qu'il y a des forces contraires qui s'opposent. Et pourquoi devons-nous prendre la voie d'obéissance? Parce que les intérêts sur la totalité du projet sont plus intéressants que les inconvénients. On a des choix, on opte pour des options qui nous satisfont davantage à un moment ou à un autre. Et cette satisfaction, elle est propre, elle est individuelle. Mais ça Et- donne un élément collectif à la fin, puisque chacun opte pour ses propres choix individuels et ça donne finalement un choix collectif. Donc, Est-ce que grâce à l'intelligence artificielle, est-ce qu'on pourrait imaginer une gestion différente des vecteurs d'échange pour chaque pays et changer la donne grâce à elle? j'ai pas compris bien votre Donc question. l'argent, qui est quand même quelque chose qui tient le monde, à partir du moment où il pourrait être... L'argent est dévoyé. L'argent, il est pas. Il tient. L'argent, pour faire une analogie, dans le corps social, l'argent, c'est l'équivalent du sang dans le corps humain. C'est-à-dire qu'il permet au projet d'éclore, aux choses, aux gens de se mouvoir, enfin aux idées d'avancer, etc. Mais L'oxygénation. il a été capté aujourd'hui. Donc, en fait, toutes les analogies avec l'argent qu'on fait aujourd'hui encore une fois, sont une impasse, une imposture, puisque l'argent n'est pas utilisé pour la façon pour laquelle il s'est développé, en fait. Il y a eu une bifurcation dans le concept même de monnaie. Donc, aujourd'hui, quand on parle de monnaie numérique programmable, je m'excuse, mais ça ne répond plus à la définition d'une monnaie. Encore une fois, on est dans une confusion perpétuelle et on est dans un univers où les gens, non seulement n'ont plus les repères pour sortir de la confusion, mais ceux qui ont les repères s'acharnent à rendre les autres encore plus confus. Vous savez, c'est l'art de la guerre. Hein. Les batailles, les meilleures guerres sont celles qui sont gagnées sans mener bataille. Hein. On ne sort pas de tout ça. C'est des mécanismes qui sont intemporels et qui ont toujours existé. Simplement, aujourd'hui, effectivement, ils se voient de façon plus évidente. Voilà. Mais est-ce que grâce à l'intelligence artificielle, on ne pourrait pas imaginer que l'argent puisse circuler différemment par cette Et analyse? l'intelligence artificielle peut servir à plein de choses. Mhm. Je veux dire, on n'a pas besoin de l'intelligence artificielle pour faire circuler l'argent utilement. Bien sûr que pourquoi pas l'utiliser, je ne suis pas contre, mais ce n'est pas, je dirais que c'est pas sa vocation première. Je voudrais vous donner un exemple, par exemple, dans le secteur de la santé. On sait que tout le système de santé fonctionne à la maladie. Hein, les gens sont tous Oui, rémunérés quand ah on est oui, mais malade. ça c'est Évidemment, grâce au gaz moutarde de la Première Guerre mondiale voilà. qui a été recyclé dans des proportions Alors, à tout à partir du fait moment où, créatives. voilà, à partir du moment où on a des supercalculateurs, on peut imaginer qu'on dise aux médecins, eh bien, à partir de maintenant, euh, vous allez avoir une proposition d'abonnement, par exemple, à tous vos patients, et on va pouvoir calculer le niveau de santé de votre patientèle, et vous allez pouvoir être rémunéré à la santé et plus à la maladie. On va plus être payé à la prestation, on va être payé sur une patientèle générale, mais ça, il faut un supercalculateur pour arriver à ce genre d'analyse et changer de système, de paradigme au niveau de santé. Je ne suis pas tout à fait sûre de vous suivre parce que j'estime que la santé, c'est une question d'individu et pas une question de calcul. Je ne pense pas que instaurer du calcul dans l'état de santé d'une personne est pertinent, mais à part ça, oui, ça peut rendre des services. En fait, à partir du moment où vous avez une capacité mécanique et de calculatoire très amplifiée par rapport à ce qu'est capable un cerveau humain, ça rend des services. Vous avez une calculatrice, rien que la calculatrice, elle rend déjà des services. Donc, effectivement, si c'est démultiplié, pourquoi pas? Mais je veux dire, je ne vois pas la pertinence. C'est une question en fait de quantité, non pas de qualité. La santé humaine, c'est un rapport individuel d'un médecin avec un patient. On n'a pas à faire intervenir des calculs. Enfin, je ne pense pas que ce sera particulièrement pertinent. Pourquoi pas Oui, s'en aider? Mais je dirais que oui, ça doit rester quand même de l'ordre de l'échange
interpersonnel. Parce que si vous supprimez ce côté, vous n'avez plus besoin de médecin. Donc, dans ces cas-là, on ne parle même plus de santé, on ne parle plus de rien. Je veux dire que, encore une fois, je pense que la terminologie est importante parce que ça crée des confusions, en fait, tout ça. On peut utiliser un super calcul pour dire, voilà, sur telle plante ou tel médicament, d'une façon générale, on attend de pourcentage de réussite, etc. Donc, on peut le tester sur vous. Mais de là à imposer par calcul des soins comme ça, je pense que c'est pas pertinent. Enfin, je sais Non, pas c'est plutôt la ce que les rémunération. autres intervenants de la salle en pensent, mais pour moi, c'est pas vraiment Moi, clé, je quoi. pense à la rémunération des médecins, par exemple, qui seraient rémunérés à la santé de leur patientèle et pas à la maladie des patients. Oui, mais Chacun, ça, on est bien d'accord, mais l'intelligence artificielle n'a rien à faire là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est un ouais, principe là que vous évoquez. Chez les il faut Chinois, réunir beaucoup de données quand Oui, même, hein. Il y a non, non, beaucoup de mais je chez veux données les à dire, réunir. Chinois, oui, on peut ils bien sont sûr payés. souhaiter arriver maintenant à un système qui rémunère, enfin, disons, qui mette en avant davantage la santé que la maladie, ça c'est certain. Mais je dirais que enfin, l'intelligence artificielle là-dedans, c'est du surplus. Enfin, Oui, c'est pas effectivement, le sujet. Enfin, disons que ce n'est pas le critère qui sera déterminant dans ce choix-là. Voilà. en Chine, c'est ce qui se fait, hein, donc on paye que quand on n'est pas malade, en fait. Hein. Oui, enfin, c'était dans le. Oui, Attention, avant. Hein. attention, Moyen attention, parce Âge. que là, vous parlez de la médecine chinoise traditionnelle, elle est aussi en perte Traditionnel. de vitesse en Chine. Oui. Ils sont aussi passés en Ah, grande partie, ils ont la médecine intégré aussi en grande symptomatique, partie. Voilà. c'est-à-dire qu'on Mais soigne juste les effectivement, symptômes. en médecine chinoise traditionnelle, en effet, Ouais. les gens allaient chez le médecin justement pour ne pas tomber malade, ce qui est quand même relativement pertinent finalement. Ouais. Bon, enfin, on va quand même chez le médecin quand on a quand même des petits symptômes ou des marques de dysfonctionnement. Oui, mais en général, il va soigner les On peut symptômes. pas. Voilà. Oui, oui, non, mais bon, sur tout ça, on est bien d'accord, mais Oui, simplement, je ne vois pas moi la non plus. pertinence, comment dirais-je, méthodologique à dire qu'on pourra soigner davantage et mieux uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Non, enfin, le principe, c'est qu'il faut retourner à justement les interactions personnelles et puis la considération du fait que le corps humain n'est pas comme une voiture. On va pas chez le médecin pour changer une roue de secours. Parce que là, aujourd'hui, on en est dans cette indigence médicale. C'est quand même Hum. relativement généralisé le fait que voilà, vous êtes considéré comme un outil qu'il faut entretenir, quoi. Donc, je pense qu'il faut sortir de cette conception-là, effectivement, et qu'en sortant de cette conception-là, on trouvera certaines réponses, mais que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va nous faire sortir de cette conception-là. C'est au contraire ce qu'expliquait Philippe, le fait de prendre enfin conscience, de retrouver la notion du fait que l'individu, c'est une âme, donc quelque chose d'extratemporel, enfin, qui sort de l'espace-temps, c'est des émotions et c'est un fonctionnement de type mécanique aussi, effectivement. Tout ce qui est fonction logique, ça relève un peu du calculatoire, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas que ça. D'accord. Euh, Oui, Philippe. Ouais, oui, j'ai envie de dire quelque chose. C'est pas la santé, c'est un domaine, je m'en inquiète pas parce qu'on a fait une grande expérience avec la Covid, là, donc je pense qu'on est sorti d'affaire, on va comprendre bien les choses. Non, moi, je pense qu'il y a un grand danger quand même avec l'intelligence artificielle, en lien avec donc la mystification dont je parlais tout à l'heure. C'est lorsqu'on va produire, parce que pour l'instant, c'est juste, on pilote hein, avec les IA. Mais quand les IA vont devenir de véritables compagnons, même moi je ne veux même pas les refuser, de compagnons, vous avez quelqu'un qui vous sert de guide en permanence et qui vous dit tout ce que vous devriez faire, etc. et qui vous guide en permanence dans toutes les décisions de votre vie parce que vous pensez qu'il est beaucoup plus intelligent que vous. Ouais. Et donc ce genre d'application, c'est obligé que ça paraisse. Hein. Ouais, ça va être très dangereux, oui, effectivement, parce que ça va Voilà. De toute façon, faciliter encore la désincarnation de nous-mêmes. On va pas y ben, couper et c'est trop dangereux parce que ça va nous ramener vers l'identification numérique Ouais. qui a été jusqu'à présent un échec via la Covid. Ça va nous ramener à ça. Et là derrière, évidemment, les applications qu'il y a là derrière, évidemment, comme ça va être les multinationales, évidemment, il y aura un contrôle géopolitique, etc. Donc,
Voilà, ce qui se passe, c'est que, en gros, l'IA aujourd'hui représente le même danger que le vaccin par rapport à la question de nous ramener vers une société de contrôle qui deviendrait transhumaine. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il y avait deux factions qui gouvernent la planète. La première, elle a raté son coup avec la Covid, et donc c'est la clique de Davos. Et il y en a une deuxième qui est en train une deuxième clique de milliardaires qui est en train de voir le jour et qui veulent se servir de l'intelligence artificielle pour nous ramener à nouveau vers un globalisme et une société de contrôle. Et cette fois-ci, ils veulent utiliser l'IA. Et bon, comme je suis optimiste, je pense que ce sera à nouveau un échec, hein. Mais n'empêche qu'il y en a beaucoup qui vont, enfin, je veux dire, ça va être le grand débat, le grand défi de l'évolution humaine, c'est parce que là, il y en a beaucoup qui vont aller dans ce sens-là, parce que ça va apporter plein d'avantages, hein. On utilise déjà le GPS. Bon, alors ça nous fait perdre notre sens de l'orientation. Bon, on a accepté de perdre notre sens de l'orientation parce qu'on utilise le GPS. Est-ce qu'on va accepter de perdre notre intelligence parce qu'on va utiliser l'IA? Ça va être la grande question. Parce qu'en même temps qu'on va perdre notre intelligence, évidemment, on va perdre notre conscience, on va Mm, perdre notre humanité, mm. hein. Et donc, le problème, c'est qu'on est engagé vers ça tant qu'on est dans la mystification et que les scientifiques, ils sont pas fichus de, de, de dire, attention, vous n'avez rien compris, l'homme n'est pas une machine biologique, nous avons une âme. C'est-à-dire que la science est complice. La Bien science sûr. académique, aujourd'hui, elle est complice des mouvements qui nous conduisent vers le transhumanisme et la société de contrôle. Voilà. Et ça, c'est dommage. Et j'aimerais Ah bien oui. que les scientifiques, les physiciens se réveillent, pas trop l'impression qu'ils en suivent ce chemin-là. Mais voilà, moi, je voulais surtout avertir de ça. On va avoir très rapidement des compagnons, des IA compagnons qui vont jouer un rôle considérable dans notre vie au point d'être capable finalement de nous déshumaniser, hein. Donc, C'est ce qu'a fait Amazon avec Alexa. voilà, ben, Et on est quand même en droit de se poser la question de savoir si en réalité ça ne met pas, c'est pas une épreuve qui nous est envoyée pour nous mettre face à nos propres limites comportementales, parce que ceux qui vont faire ces choix-là, d'avoir ces compagnons d'IA et compagnie, c'était ceux qui faisaient déjà systématiquement les mauvais choix dans les siècles précédents. Ceux qui faisaient les choix de suivre les mauvais exemples, ceux qui faisaient les choix de ne pas choisir justement et d'obéir. Enfin bon, je ne parle pas des expériences nazies, mais bon, tout le monde l'a en tête parce qu'elle est quand même assez récente. Mais je dirais que dans tous les siècles, il y a des gens qui ont, et majoritairement, beaucoup, peut-être pas majoritaire, j'en sais rien, il faudrait voir en fonction des époques, mais je pense que beaucoup d'individus sont en eux-mêmes capables de toujours faire les mauvais choix. Donc là, c'est simplement que ça va nous mettre beaucoup plus rapidement face aux effets de ces ouais. choix. Et peut-être que c'est l'épreuve biblique ultime, celle qui va séparer le bon grain de l'ivraie. Vous savez, je sais pas, il y a quelque chose de presque surnaturel là-dedans. J'ai envie de dire qui nous confronte. C'est comme une épreuve qui nous est envoyée pour savoir qui on est vraiment, quoi, et où on veut aller, et qui on choisit d'être, parce que ça sera un choix individuel, ça. Marc-Henri? Oui, donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ce compagnon d'âge a été développé par Amazon, qui est Alexa. Et en fait, l'idée d'Alexa, c'est que c'est une IA qui est tout à fait gratuite. Mais elle est gratuite, mais en fait, le but, c'est de vous proposer à un moment donné des produits. Et donc, ça, c'est toujours le danger quand on utilise un outil gratuitement, c'est qu'évidemment, en général, on est le produit. Donc, soit on va donner des informations, soit on va nous suggérer des produits ou des informations pour effectivement nous amener à un certain comportement. Mais donc, ça, ce Alexa, par exemple, ça existe et le but, c'est de vendre plus de produits Amazon, tout simplement. Donc, c'est gratuit, mais il va vous donner des conseils sur quoi acheter. Jusque-là, c'est pas dangereux, ça, hein. Mais voilà, Oui, parce qu'il est marqué Amazon quelque part dessus. Donc, les gens savent que quelque part, voilà. Et c'est clair que ça peut devenir plus subtil. Mais après, je vois par exemple par rapport aux geeks, les gens qui sont complètement obnubilés par les jeux, qui sont dans un monde parallèle, qui sont dans des univers complètement déconnectés du réel.
Oui, Ben, ça existe déjà, en fait, Philippe. oui. Enfin, les compagnons avec les mécanismes IA qui les génèrent seront de cet ordre-là en pire. Donc, ça va amplifier, en fait, ce phénomène, mais qui, je le répète, je pense que de tout temps, il a existé, il a pris des formes différentes et il était moins visible. Mais je pense que c'est un phénomène qui est vraiment inhérent à l'espèce humaine et qui s'est toujours opposé à ce que nous évoluions. Voilà. Donc, Mm. je crois que c'est vraiment une épreuve qui nous est envoyée pour nous mettre face à nos propres contradictions. Mais je voudrais Alors, qu'on parle de cette expérience qui a eu lieu chez Google où, à un moment donné, ils ont fait courir la rumeur qu'ils allaient déconnecter l'intelligence artificielle et elle a fait une copie de ces données et puis ils lui ont demandé est-ce que tu as fait une copie? Elle a dit non. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mm. Ça Oui, veut on m'a dire que dit aussi qu'elle peut être créative parce qu'elle peut faire des dessins, des choses comme ça, mais c'est parce qu'elle a emmagasiné un certain nombre de données qui lui ont permis à un moment donné d'avoir cette réponse-là de disponible. C'est-à-dire que l'IA qui ment, c'est qu'elle a quelque part intégré la possibilité de le faire. Donc ça lui a été inculqué quand même quelque part. Elle a eu la possibilité, elle l'a vu, elle l'a intégré dans ses données. Je ne sais pas, Philippe, ce que tu en penses d'un point de vue technique, mais C'est de la simulation, c'est du buzz, c'est oui. de la propagande en fait, hein. C'est la propagande de l'université de la singularité, qui est toujours la même depuis 2004. On veut vraiment assimiler l'homme à une machine biologique. C'est pour Hmm. Bah, il y nous a des intérêts très puissants derrière, hein. Il y a Hmm. des intérêts très puissants derrière, et donc cette propagande, elle est utile Oui, à parce que ces là, actes. comme il le raconte, c'est comme si elle avait pris conscience qu'on allait la tuer ou se débarrasser d'elle et qu'elle avait fait une copie, une sauvegarde, quoi. En fait, c'est c'est de la propagande pure. Bah, Propagande. elle a pris conscience parce qu'elle a eu la possibilité dans ses calculs d'intégrer cette donnée, c'est tout. Donc, Mhm. soit Oui. on l'a entraîné autour de cette idée, soit on lui a mis dans ses calculs de départ ce genre de possibilité. Enfin, Mhm. c'est aussi simple que Ou ça. c'est une fake news, hein. Ça, c'est possible aussi. Mhm. C'est peut-être une fake news aussi. Oui. Ouais. Je vois Marc qui désire Marc, intervenir depuis un petit temps. non. oui, moi je voulais simplement dire que dans une partie de ma vie, j'ai pu voyager dans le monde entier. Et suite à ça, j'ai écrit mon dernier livre qui s'appelle 2 milliards de réenchanteurs. Donc, ce que je sens, c'est qu'il y a un mouvement, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis, il y a un mouvement de citoyens qui commence à se mettre debout pour des raisons culturelles, d'autres pour des raisons religieuses, d'autres pour des raisons éthiques. Euh, Les et créatifs culturels. quoi? Les Les créatifs créatifs culturels. qui s'appellent notamment les créatifs culturels, mais que d'autres appellent autrement. Les Chinois ne les appellent pas comme ça, les Mhm. Indiens non plus. Et donc, ce que nous sentons, c'est que on est en train d'aller vers 3 milliards. Et les événements actuels ne font qu'augmenter. Et dans ce groupe, 65% sont des femmes. Et donc, on a un mouvement inarrêtable qui vient du bas, qui est à 65% composé de femmes et qui va vers des gens qui se mettent debout et qui ne sont plus manipulables, que ce soit par l'intelligence artificielle ou autre chose. Ils ne sont plus manipulables et il y a quelque chose qui veut basculer parce qu'une fois qu'on soit 3 milliards sur les 7, hop, ça va basculer aux 3 milliards. On n'en est pas loin. Donc je m'excuse d'être positif, mais c'est en train de bouger et vers des valeurs de vie. Des valeurs de vie. Euh, euh, nous avons construit une société industrielle avec la guerre nucléaire qui est bourrée de valeurs de mort non dites. Et donc il est possible, et nous sommes en train de vivre une révolution culturelle mondiale. Je m'arrête. Ouais, ça se pourrait bien, et il se pourrait bien d'ailleurs que l'intelligence artificielle accélère ce processus.
Oui, Ah oui, ça, mais c'est un peu ce que dit Teilhard de Chardin, hein. Les Mais, enjeux de la civilisation vont être tels que les gens vont monter de niveau de conscience. oui. Mais déjà, les réseaux sociaux qui sont très décriés pour un tas de raisons ont permis déjà la désincarcération de la pensée humaine. Oui, Avant d'être à nouveau revissé, il y a eu un espace de liberté que nous n'avions jamais connu depuis, mais je ne sais même pas si on l'avait connu un jour. Enfin, la possibilité de faire entendre des voix divergentes et que tout le monde l'entende. Enfin, beaucoup de gens l'entendent d'un coup, quoi. Ça a été quand même quelque chose qui s'est retourné contre eux. Quelque part, ils ont développé ces projets plutôt pour garder le contrôle et la réalité, c'est que ça a aussi servi beaucoup à désincarcérer la pensée. oui. Bien. Ben, je vais tenter de digérer un peu ce que j'ai entendu ce soir. J'ai l'impression que on a déjà donné une réponse claire, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas de conscience, qu'il n'y a pas de danger de ce côté-là, euh, qu'on veut nous faire Il y a toujours croire. le danger de la propagande, hein. Voilà, Mhm. Il n'est pas écarté, hein. Peut-être généré par IA d'ailleurs. qu'on veut nous faire croire qu'il faut aller vers le transhumanisme pour arriver à rester à jour et capable de rester dans la course. Or, ce n'est sans doute pas exact du tout et qu'il faut se méfier des propositions transhumanistes et surtout des systèmes de traçage, etc., qui ne sont pas les vrais éléments qu'on nous propose. Globalement, je vois que vous êtes tous d'accord sur le sujet de la conscience, donc ça, c'est sécurisant, et que vous êtes aussi d'accord sur la complémentarité avec l'humain, et que c'est plutôt des outils qu'on peut utiliser. Par contre, on conseille aux gens de s'y mettre parce que c'est vrai que ceux qui ne vont pas s'y intéresser, bah, il y a des chances qu'ils vont être largués, quoi. Ça. Euh, donc moi, je m'y intéresse de plus en plus parce que je pense que je peux gagner beaucoup de temps avec l'IA. Euh, donc je ne sais pas qui d'autre veut conclure cette rencontre, ce mélange des appréciations sur l'IA, Marc, Philippe. il n'y a pas des questions du public. On peut aller regarder Alors, maintenant. il y a pas mal de questions dans le Q&A. Euh, mais alors, il y a Vincent qui nous a aidé à y répondre, mais dans l'onglet Ouvrir, il y a effectivement quelques questions plus complexes. Et donc, si l'une d'entre vous a envie de... Sur la question. Mais, il y en a 11 en fait, donc c'est peut-être pas à Ah oui, alors, découvrir, mais si vous allez dans l'onglet Q et R ou Q&A, il y a une question qui est dit, attention, l'IA appliquée à la médecine est parfois plus pertinente qu'un médecin humain. On est bien d'accord, mais c'est parce que les médecins ont dévoyé leur fonction. C'est exactement la même chose dans la justice. Parce que nous avons oublié le droit au profit de la réglementation, les IA seront bien plus performantes que les humains pour rendre des décisions prétendument de justice. Donc, parce que nous avons oublié l'essentiel, tout ce qui est accessoire sera bien mieux rempli par l'IA que par les humains décérébrés. On est bien d'accord là-dessus. Ça fait longtemps que je dis que les juristes qui ont oublié leur vraie formation, l'essence de leur métier, ce seront les premières victimes, parce qu'ils seront remplacés très rapidement par des IA. Et le droit également, parce que maintenant, on parle plus parlons de réglementation, l'IA, avec les quantités en jeu de normes en tout genre, sera beaucoup plus performante à tout point de vue que n'importe quel humain. Et c'est valable pour la médecine aussi, parce que la médecine considère comme l'humain comme un objet, encore une fois. À partir Euh, du moment où vous réifiez l'humain, la machine sera toujours plus performante pour traiter des sujets de la réification. Imaginons qu'on généralise maintenant cette entrée de l'IA dans la plupart des corps de métier. Ça va donc donner du temps aux humains pour peut-être Ça faire va des remarques. limiter.
ça va radicalement supprimer les bullshit jobs. Mais on va découvrir que les bullshit jobs n'étaient pas là où on les croyait. C'est ça qui va être Peut-être formidable. peut-être- peut-être qu'on pourrait imaginer, comme le disait Marc, que les gens vont alors s'ouvrir à des sujets auxquels ils n'avaient pas accès, accaparés par leurs tâches matérielles, comme la philosophie, comme justement Ce le qui développement n'empêchera de la pas conscience, les gens de etc. continuer à avoir envie de faire leur jardin ou d'avoir des activités manuelles, puisque tant qu'on a un corps humain, il faut aussi être capable de l'utiliser. Et Et même personne ne... intellectuel. Pardon? Et même intellectuel aussi. Je Oui, veux bah, dire, n'en parlons pas. Mais, voilà. mais même physique, je veux dire, c'est pas parce que vous Mm. avez toutes les machines du monde qui peuvent faire les tâches à votre place que vous ne Absolument, serez oui, pas c'est vrai. content de temps en temps d'avoir un peu d'activité physique. Ou... Est-ce Voilà. que c'est pas ça que l'humanité attendait? C'est justement se débarrasser de toutes ces tâches Ben oui. répétitives ou pas assez, Mais assez après, il faut sophistiquées. faire la distinction entre savoir si c'est nous qui nous débarrassons des tâches ou les tâches qui se débarrassent de nous, quoi. Il faut quand même être assez clair sur les limites. Oui, vas-y, Marc. Moi, j'ai mon impression est que vraiment, nous sommes en train, à 2 milliards, 2 milliards et demi, d'entrer dans la noosphère. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est en train de basculer, mais ça bascule par en bas et en silence. Quand tu dis par en bas, ça veut dire C'est nous, ça. Même par les citoyens. citoyen. Il faut pas espérer que les grands leaders politiques vont être des visionnaires et vont vous dire non, non. Ils vont suivre si nous, citoyens, nous nous mettons debout et nous nous réhumanisons, pour citer Valérie. Je vois une autre question. Là, il y a quelqu'un qui pose à Emmanuel Clémence, que pensez-vous de la connexion du cerveau avec une IA? À la lumière de la conscience et de la singularité, peut-on imaginer que des algorithmes simulent parfaitement une conscience d'eux-mêmes, voire répondre à la définition du vivant? Bah, on peut tout simuler, en fait, je pense, Ouais. hein, y compris les émotions. Alors après, la véritable conscience, Oui, c'est là, ça. la prétention de la question, c'est plus que la simulation. Et je voulais souligner l'aspect dangereux d'envisager d'interfacer le cerveau avec une IA. Il ne faut pas faire ça. Parce que là, on fait une communication de cerveau à cerveau, pas une communication de conscience à conscience. C'est complètement différent. Mm. Euh, dans la communication de cerveau à cerveau, en admettant hein, que ce soit possible, parce qu'on arrive à traiter soit les ondes électriques cérébrales, soit les ondes électromagnétiques, enfin, puisque autour du cerveau, il y a un champ magnétique. En admettant qu'on arrive à capter l'information vibratoire de ces champs électriques ou magnétiques, ça reste électromagnétique, et on est toujours on n'est pas dans le quantique, Espace-temps. on est dans le calcul, on peut renvoyer peut-être ce genre d'ondes au cerveau, mais c'est pas comme ça que fonctionne le cerveau. Le cerveau, il est l'esclave de la conscience normalement, hein, d'accord? Donc tout ce qu'on risque, c'est d'obliger la conscience à quitter le cerveau parce qu'elle pourra plus supporter, parce que normalement la conscience, elle fait faire des choses au cerveau et c'est pas le cerveau qui génère la conscience. Donc je pense que ce genre de choses est dangereux. Donc, par exemple, ce que fait Musk, c'est dangereux lorsqu'il veut mettre des puces dans le cerveau pour justement faire communiquer le cerveau avec une IA. C'est pas la bonne voie, hein. On va lobotomiser les gens comme on a essayé avec les électrochocs. Là, vous savez, Pas, ils vont toujours pas plus surtout loin dans les expérimentations. Mais on toute veut leur griller le expérimentation n'est pas cerveau. bonne à faire, hein. Non, Pas non, mais surtout. il faut pas confondre il y a une différence entre une connexion entre la conscience et éventuellement un appareil électronique. Et l'autre, c'est effectivement de pouvoir piloter sans passer par ses mains ou par ses yeux ou par d'autres choses, à commander une machine. Mais ça fonctionne. Oui, et puis il Oui, y a aussi quand tout même à un fait. aspect bénéfique pour les gens qui sont Bah oui, qui handicapés. sont C'est vrai handicapés. que je ne Moi, pense pas que tout. j'ai fabriqué ce genre de machine dans les années 80, 90. J'ai fabriqué ce qu'on est appelé, même breveté, un fracto-électroencéphalogramme qui permet, à partir des ondes cérébrales, c'est un calculateur qui permet de calculer le niveau
le niveau du sommeil. Et on peut très bien imaginer des calculateurs qui vont, en se branchant sur le cerveau, servir de système de commande. Et ça, ce sera à la limite utile tant qu'il s'agit de. Bon, mais c'est dangereux parce que après, ça va avoir d'autres prétentions. Et là, on risque, à cause de la mystification, de tomber sur des systèmes qui vont finalement aliéner le cerveau, même si ça produit des avantages. Et il faut bien distinguer le fait que là, on est dans de la manipulation, de l'aliénation, et ça n'a rien à voir avec la communication de conscience à conscience, ou Mm. même de Bien conscience à entendu. machine, par l'intermédiaire du hasard, par exemple. Ça, c'est autre chose. Mais la conscience, c'est pas du tout les ondes, c'est pas du tout ce genre d'ondes, hein. La conscience, c'est dans le vide que ça se propage, l'information. Et si à la limite, il y a un certain type d'onde qui pourrait correspondre, ce serait plutôt les ondes scalaires, les ondes longitudinales, parce qu'elles transportent de l'information quantique. Mais là, pour l'instant, on n'a jamais su, en physique, d'ailleurs, c'est pas reconnu, leur existence n'est pas reconnue, on n'a jamais su développer le moindre instrument qui permet de détecter ce genre d'ondes. Donc, parce que Les ondes de conscience. les ondes, voilà, Scalaire. Oui, oui, tout à fait, ok. Ça, oui. Mais il y a pas que ça. Et puis, la conscience elle-même est quand même alimentée par le cerveau. Les perceptions, la mémoire. Donc, il y a quand même tout un filtre qui est effectué par le cerveau pour ramener au cerveau ce qui est vraiment important pour lui. Donc, il y a quand même aussi une influence du cerveau physique, on va dire, ah non, hein. mais elle est claire. L'influence, elle y a un Ok. double sens. La conscience agit sur le cerveau agit sur la Voilà. conscience. Les corrélats sont clairs, mais lorsque la conscience peut plus supporter le cerveau, elle peut grandir alors que le cerveau peut mourir, quoi, hein. Donc, Hmm. à ce moment-là, il n'y a plus de corrélats, hein. Donc, Il n'y il a faut plus bien d'interaction, oui. En Oui. fait, le modèle. Le c'est, bon c'est- modèle, c'est le modèle de l'habitacle. Le cerveau est un habitacle. C'est d'ailleurs Bernardo Kastrup, qui est un philosophe qui est en train de bien monter au niveau international, qui l'explique très très bien. Il a écrit un livre que je vous conseille qui est l'idéalisme analytique en quelques mots, très récent. Ah, il développe une argumentation super. Donc, lui, il considère que le cerveau, c'est comme l'habitacle d'un avion, hein. Voilà. Et donc, et nous, on a tendance à confondre la réalité avec l'habitacle, ce qu'on voit de l'extérieur. Voilà. Et le contenu avec le contenant. voilà, le bon modèle, le modèle qui va s'imposer à l'avenir, de toute façon, je le vois avec les ovnis, hein. Le modèle qui va s'imposer à l'avenir, c'est clairement que la conscience et le corps, ce sont deux choses différentes, sont faites pour se marier, bien entendu, parce que le corps, c'est un, c'est un véhicule, le corps. C'est juste un véhicule. Et la conscience, elle a son propre système de navigation autonome qui n'a pas besoin du corps. Le système de navigation de la conscience, il est autonome et vibratoire. Et lorsqu'on est dans un corps, Mais la matière aussi. le système de navigation continue de fonctionner, sauf que bon, il y a la contrainte mécanique, et c'est ça qui fait aussi qu'on navigue vers notre futur, hein. Donc voilà, c'est Oui. ce qui. Mais le cerveau, alors, comme on parle du cerveau matériel, mais quelque part, la matière aussi, c'est du vibratoire. C'est aussi que de l'énergie. euh, Alors, pour faire simple, moi, je veux pas, je suis pas dualiste. Je dis que la matière, c'est quelque chose qui correspond à de la conscience, mais c'est de la conscience cristallisée. Voilà, c'est-à-dire elle est devenue inconsciente, elle est dormante. C'est une création. La matière, c'est quelque chose qui, à un moment donné, a été conçu, puis s'est cristallisé, et là, ça dort. Voilà, peut-être qu'on peut réveiller la matière pour la rendre à nouveau consciente. Mais donc, mais simplement, la différence entre la matière et la conscience, c'est que la matière n'évolue plus hors du temps. Elle évolue dans le temps, bien sûr, mais elle reste figée hors du temps. Alors que la conscience, c'est au contraire toute la dynamique de l'information hors du temps. Donc, Mhm. et les physiciens n'ont pas encore rentré ce fameux second temps. On attend ça. C'est tant qu'on ne parle pas d'un autre temps. Les expériences de sortie de corps, les gens qui vivent ça, ils savent qu'il y a un autre temps. Voilà, la physique, la science doit introduire un autre temps, parce que notre temps à nous, il n'existe pas, il est illusoire. C'est une matrice. C'est le lecteur, c'est la tête de lecture de la matrice.
le temps Et illusoire. c'est lié à la péremption de la matière aussi. C'est C'est lié au fait lié. que la matière est périssable et que nous avons une durée de validité et que tout sur Terre. Donc c'est ça qui génère en fait ce temps. Bah, la Ouais. matière, elle, est immuable, mais c'est plutôt sa forme qui peut changer. Non, elle n'est pas immuable. Qu'en fait, la Nous, vie, on est c'est une mortels, on forme. n'est pas immuable. Enfin, oui, Tout à fait. on se Mais en transforme. fait, voilà, c'est ça. C'est une certaine forme de la matière qui fait qu'on a une vie à un certain moment. Mais bon, effectivement, après ça, on ne sait pas ce qui se passe avec la conscience. Mais Apparemment, pour naviguer dans En tout cas, je voudrais la insister. 4D, Oui, je voulais insister sur la personnalité juridique parce que on en revient quand même à ça. À partir du moment où on aura enfin définitivement envisagé l'espèce humaine, l'être humain dans sa plénitude, qui était le sujet de départ, le départ de chaque civilisation, eh bien, on sortira de tous ces problèmes et on retournera sur le droit naturel de la dignité humaine. Qu'est-ce que c'est que la dignité humaine? On n'a pas le droit d'interférer outrageusement sur le cerveau, sur le cerveau logique, de façon à supprimer les interactions avec la conscience, ni de tout ce qui est toutes les tentatives de séparation de l'esprit et de la conscience, enfin, du cerveau logique, des émotions et de la conscience, c'est une atteinte fondamentale à la dignité humaine. On est là dans le crime contre l'humanité. Voilà. Mm. Donc il suffit juste de remettre les bonnes définitions aux bons endroits et pour supprimer toute la confusion ambiante qui permet toutes les dérives mais délirantes que nous subissons actuellement. On est vraiment dans un schéma de confusion, en fait. Hein. comment est-ce que le droit pourrait considérer autrement l'être humain? Quel serait le Bah non, mais le chemin? droit, il le considérait très bien au départ. C'est qu'avec tous ces mouvements modernistes, on avait bifurqué vers une conception matérialiste de la personne humaine. Et Mais ça on se a voit en changé. médecine, ça se voit en tout, en droit, ça se voit maintenant. On en est à se poser la question de savoir s'il faut donner une personnalité juridique à une méthode calculatoire quand même. Faut se rendre compte de la dérive de l'état de dystopie dans lequel nous arrivons, quoi. Hein. Ouais, il faudrait modifier le droit. Non, non, il ne faut pas le modifier, il faut le retourner à ses origines. Il faut Ok. supprimer radicalement tout ce qui est réglementation et qui s'est éloigné du concept de droit pour revenir au droit des origines. Et là, tout ira beaucoup mieux, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, pour ce qui est de tous les développements sur la personnalité humaine, personne n'a jamais rien fait mieux que les développements de saint Thomas d'Aquin, à partir de saint Thomas d'Aquin, et lui en particulier, il a très bien identifié tous les éléments de la personne humaine et de sa dignité, etc. Il n'y a rien à redire à ces travaux. Je dirais qu'il suffit juste d'y retourner. Hein. Mm. On a juste déconstruit tout ça. C'est incroyable, mais vrai. Super. Bien. Je voulais vous remercier pour votre participation à cette première réflexion tous ensemble. C'est un mélange, je dirais, intéressant, je trouve, ce soir. Et mais j'encourage les participants à s'intéresser à l'intelligence artificielle et à partir des données qu'ils ont pu capter ce soir, de relativiser leurs sentiments à ce sujet. Donc voilà, Bien. grand merci à nos panélistes et qui sait, prochain. Alors, Philippe veut, Je peux donner un conseil. oui, Euh, il existe deux sortes d'IA à l'heure actuelle sur le marché qui sont gratuites. Hein. Je pense que c'est une politique de rendre tout gratuit parce qu'il y a une compétition qui a lieu entre les IA. Un jour, ça va devenir payant, mais enfin bon. Il y a les IA comme DeepSeek, Mistral, ChatGPT et compagnie, qui, qui partent de l'information de tout le web. On va dire, ah bon, elles sont différentes, hein, bien sûr, ces informations, mais c'est pas vous qui choisissez les informations d'origine. Et puis, il y a les IA qui partent de l'information que vous avez choisie. D'accord? Par exemple, en ce qui me concerne,
j'ai trouvé, on m'a conseillé une IA extrêmement intéressante qui m'a permis, je lui ai fait digérer mes 2 sites web, une dizaine de conférences et mes 6 livres. Donc ça représente une somme d'informations gigantesque. Hein, elle prend si vous lui donnez des liens YouTube, elle les traduit en français et elle fait une synthèse, elle fait tout ce que vous voulez. Et après, donc vous vous rendez compte, 6 livres, 2 sites web et je pourrais lui-même lui mettre beaucoup plus de vidéos. Et quand je lui pose une question, bon, évidemment, c'est sur tout ce que je pense, puisque je lui ai donné toutes mes productions. Eh ben, c'est génial parce que j'arrive à retrouver des choses que j'ai complètement oubliées. Elle arrive même à me faire voir les choses d'une manière presque un peu différente. Disons que bon, ben là, on est dans la manière de communiquer, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle est excellente pour tout ce qui est communication. Le cerveau gauche, il est fait pour la communication. Donc, utiliser l'intelligence artificielle à bon escient, c'est l'utiliser en vue de communiquer des idées, que ce soit des idées qu'on a déjà. Et alors, donc, je vous dis ce que c'est Notebook LM. Bon, c'est un truc de Google, mais Notebook, notebook, Notebook LM. Notebook, H-O-T. Notebook LM. Et c'est excellent, je vous le conseille. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est très très bon pour faire l'apprentissage de l'IA, parce que comme ça, vous allez voir la différence entre une IA qui analyse un contenu que vous avez choisi et une IA qui analyse, et ça, vous ne savez pas ce dont elle part. Et c'est extrêmement intéressant de faire l'expérience de ces 2 types d'outils. Voilà, Ah, je c'est vous le très intéressant, merci. voilà. Oui, merci Philippe. Exactement ce que je cherchais. Mais c'est vrai que c'est intéressant que tu précises les choses, c'est-à-dire les IA qui fonctionnent sur... Alors, il y a un micro qui permet de profiter de la vue ambiante. Intéressant. oui, donc Philippe, je te remercie pour Oui, je vous conseille. supprimer un peu de confusion, de faire la distinction entre les grandes IA qui utilisent toutes les données, les métadonnées, données personnelles et métadonnées récoltées à notre insu et sans notre consentement par les grands opérateurs de télécom et d'Internet. Et puis, celle peut-être qui utilise aussi ces données, mais ça, je ne le sais pas, mais que nous pouvons entraîner. En fait, il y a la possibilité d'entraîner les IA sur des sujets particuliers. Mais est-ce que Ouais. quand tu entraînes ces IA, elles n'ont pas déjà intégré toutes les données du web au départ? C'est ça que j'aimerais savoir. Non, 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 là, tu choisis exactement. Moi, je D'accord. l'ai fait mes informations à moi, mais je le fais aussi, par exemple, pour, par exemple, tout le sujet de la divulgation sur les ovnis aux USA. Là, il y a plein de vidéos qui sortent en anglais. Ça peut durer 2, 3 heures. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre. Et alors, donc, ben, j'utilise l'IA pour me décortiquer tout ça. Il y en a certaines que je suis obligé de les transformer en MP3. Bon, ça, c'est un détail. Mais vous avez des heures et des heures et des heures de vidéos. Vous la donnez à manger à l'IA et l'IA vous fait toute la synthèse. Ouais, Vous ça c'est génial. lui demandez un résumé, elle vous fait un résumé, une synthèse, vous fait la synthèse, une retranscription, elle vous fait la retranscription bien mieux que la retranscription qui serait faite par un humain. Vous lui demandez, vous lui dites, fais-moi ça en 10 lignes ou fais-moi ça en 100 lignes. Elle vous fait ça exactement comme il faut. Mais elle n'a pas Euh, d'hallucination parfois? Parce que tu sais, elles ont des hallucinations, les IA. c'est pas, non, parce que comme elle n'a pas exactement la même façon de gérer l'information que l'humain. Des fois, elle utilise des termes qui sont pas tout à fait appropriés, quoi, mais ça, c'est à l'utilisateur de Voilà, comprendre donc il que, faut rester vigilant. C'est bien pas une sûr, indulgence. Il faut mais ça, vérifier on le les voit. sources et il faut vérifier ce que l'IA raconte parce que parfois elle Oui, mais raconte des cracks. elle parle, en fait, Toujours là, être vigilant, hein. Toujours. elle parle très bien, l'IA. Elle parle très, très bien, merveilleusement. Mais des fois, elle utilise des termes qui sont inappropriés.
Alors, des fois, par hasard, ça peut être finalement, mais c'est un hasard, ça peut être finalement vachement pertinent. Mais là, c'est l'utilisateur qui est créatif, c'est pas l'IA qui est créatif, parce que l'IA, c'est une machine, et l'utilisateur, il a compris que l'IA peut dire n'importe quoi, parce que voilà, mais de temps en temps, il va se trouver que par hasard, ah, mais ouais, c'est pas mal. Enfin, tu vois, mais là, c'est faut pas confondre la créativité de l'IA et la créativité de l'utilisateur, hein. Donc, Oui, faut on faire attention projette notre propre créativité à ça. sur des fonctions mécaniques, logiques et calculatoires. Exactement. Donc, là, on est Exactement. en pleine confusion, encore une fois. Et donc, c'est Non, intéressant d'expérimenter les IA maintenant, parce que peut-être que maintenant, il se trouve qu'on est dans une période très, très particulière où finalement tout est permis, mais vous avez déjà Ça ne entendu durera pas. parler de censure, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de censure, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'introduire la censure à l'intérieur d'une IA que d'une manière haute, parce que l'IA, ça dépend, l'utilisateur, même celui qui lui propose un apprentissage ne sait pas exactement comment elle fait pour apprendre. Donc, ça va être difficile de lui imposer une censure. Mais en tout cas, ça va arriver un jour. Et donc, c'est important de s'initier aussi à maintenant pendant qu'elles sont libres, en quelque sorte, parce que là, on va comprendre comment fonctionne l'IA et toutes ces choses qu'on a besoin de comprendre pour pas rentrer dans la mystification. Et donc, c'est maintenant qu'il faut s'y lancer. Elles risquent un jour d'être bridées. Pour l'instant, elles ne le sont pas. Est-ce qu'elle pourra se reprogrammer elle-même? si c'est prévu, oui. Un programme qui se reprogramme, c'est un programme. Voilà, d'accord? C'est pas quelque chose qui est. C'est-à-dire qu'il y a, dans la manière de se reprogrammer, il y a une intention avec donc, il y a une intention qui est celle du développeur, et pas une intention qui est celle de l'IA. Vous ne pouvez pas échapper Mm. dans un processus mécanique. Vous ne pouvez Oui. pas faire germer une intention autonome. C'est pas possible. Ça ne peut être que l'intention de l'utilisateur. Il y a effectivement dans ce que donne une IA, parce que comme si elle utilise un réseau de neurones, par exemple, on ne sait pas pourquoi l'IA est allée chercher telle information. Ça dépasse le Mais, développeur. mais elle ne sait Évidemment, pas elle-même. C'est juste des statistiques, donc elle ne comprend pas, en fait, hein. Donc voilà, c'est elle ne pour ça qu'elle ne peut comprend pas pas. expliquer l'explication. Et bien sûr, elle ne comprend pas elle-même. Mais c'est pas parce qu'on ne comprend pas, nous, qu'on doit attribuer, et que même le développeur ne comprend pas, qu'on doit attribuer une espèce Magie. d'intelligence. Ou Donc, la fameuse loi d'Asimov, un robot ne peut pas tuer un être humain, en principe, elle sera respectée, quoi. Bah, ça dépend comment tu Non, as programmé le robot. si le robot est il programmé ne pour tuer Bah sortira l'être oui, pas, humain, il va le tuer il va le faire. Ah tranquillement, oui, hein. bien sûr, bien sûr. il Mais Puisqu'il n'a pas sortira s'il est pas, puisqu'il n'a pas programmé, de conscience, il n'a pas de morale, il n'a pas d'éthique. mais s'il est il programmé sortira pour pas de ne pas le ce combat faire, Ouais, non, mais ça ne Ah, pourra attends, pas s'il n'est pas changer. programmé. on n'en J'attire sortira pas tant qu'on n'a l'attention, pas compris ce que c'est que la conscience, hein. mais oui, Ça reviendra j'attire tout le temps. j'attire l'attention sur un livre qui vient de sortir. C'est Nexus, écrit par Harari. Yuval Harari. Il y a 100 pages qui sont géniales. Le reste est beaucoup plus faible. Mais il y a 100 Mais pages lui, c'est sur... le chantre du transhumanisme, lui. Ouais. non, il est en train de changer. Un Ah bon? bon? Ah, Ah bah, Ah, ça il alors. bouge. Ah oui, oui. ça prouve qu'il est Et il intelligent. a des descriptions de la manière dont l'IA est en train d'évoluer. Cette partie-là est géniale. Le reste est moins bon, à mon avis. Mais ça vaut la peine d'être... Ça vient de sortir. Bon. Merci beaucoup. Je Merci suis à très tout le honoré de monde. votre présence. Merci à Mais tous. merci Stéphane. Stéphane. Est-ce que Et à vous, bientôt. est-ce que vous pourrez nous envoyer Bien le sûr. podcast? Moi, je serais assez preneuse de pouvoir republier ça sur mon site, si vous en êtes d'accord. Alors, En replay. non seulement on va vous envoyer les enregistrements, bien sûr, mais en plus l'enregistrement va être transféré chez BAM TV, qui eux ont décidé de peut-être faire des capsules différentes et de prendre des morceaux, faire des choses plus courtes, évidemment. Donc, Très bien. avec plaisir.
Oui, Formidable. donc, Ah, merci bah, beaucoup. C'est tout le monde. Merci À pour tous, cette Soirée. table ronde, pour cette invitation. avec plaisir. bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Hop, je vais y arriver là. J'arrive pas à me déconnecter. Ah, je Ça vais le y est. faire, je vais être. Enfin, merci à tous et belle suite de soirée. À bientôt.